Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Il a laissé son nom à l'un des apéritifs les plus fameux de la gastronomie française. Il a profondément imprimé sa marque à la ville de Dijon. Personnalité complexe et souvent truculente, il a autant d'admirateurs que de détracteurs. À la fois homme d'église et homme politique, résistant et amoureux de la Bourgogne, vous l'aurez reconnu, c'est le chanoine Kir. C'est avec Éric Labaille, docteur en histoire, que nous allons revenir aujourd'hui sur le destin de cet homme dont on prononce le nom avant chaque bon repas, sans toujours bien savoir de qui il s'agit. Bonjour Éric. Bonjour Cédric. Alors Félix Kir, il naît en 1876. Il naît en 1876 dans un petit village qui a laissé son nom pour d'autres raisons dans l'histoire de France, puisqu'il s'agit d'Alise-Sainte-Reine, qui est le site, je crois... On connaît pas. Oui, on connaît pas. C'est un site que l'on ne connaît pas. Gergovie, on connaît par contre. Gergovie, très bien. Voilà, mais Alise-Sainte-Reine, on connaît moins. Donc il est d'origine alsacienne, il est né en 1876, le 22 janvier 1876, donc dans un milieu tout à fait modeste et rural, et comme beaucoup à cette époque-là de jeunes gens, il est tenté par la carrière religieuse. Donc il va rejoindre le petit séminaire à Plombières-les-Dijon en 1891 et il suit une formation sacerdotale jusqu'à son ordination comme prêtre en 1901. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Oui, mais dans les premières années de son ministère, il suit un parcours tout à fait, je dirais normal, si tant est que la normalité soit de ce monde. Mais il est vicaire à Auxonne, il est curé à Dreux, il est ensuite nommé à Notre-Dame de Dijon, et puis il termine avant la Première Guerre mondiale comme curé de la paroisse de Bèze. En 1914, il est mobilisé, donc il fait partie des classes les plus anciennes de mobilisation. Comme souvent pour les prêtres, il sert dans le service de santé et il fait la Première Guerre mondiale. Donc c'est donc un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Et puis il reprend sa cure à Bèze jusqu'en 1924. Il est ensuite curé à Nolay et une fois encore, c'est une carrière tout à fait limpide, tout à fait normale pour son époque. Il est ensuite nommé en 1928, il a une mission un petit peu particulière puisqu'il s'occupe des œuvres de presse du diocèse de Dijon, hein, et il est nommé, donc ce qui va lui valoir son nom plus tard, chanoine Kir, il est nommé chanoine honoraire en 1931. À la cathédrale de Dijon. À la cathédrale de Dijon, tout à fait. Donc jusque-là, ce n'est pas un personnage très marquant, c'est la Seconde Guerre mondiale qui marque un tournant dans sa vie. Oui, alors dès le mois de juin 1940, donc en juin 1940, vous le savez, la France est envahie par l'armée allemande, et cette invasion déjà suffisamment douloureuse d'un point de vue militaire se double d'une déliquescence des autorités civiles qui bien souvent soit quittent leur poste sans y avoir été invités, ou soit sont obligés de quitter leur poste pour des raisons liées à la guerre ou à la mobilisation. Donc c'est le cas à Dijon où le maire Robert Jardillier a quitté la ville et il est remplacé par une délégation municipale pour gérer la cité. C'est sa première incursion dans le monde politique, hein, à l'exception donc de son travail pour la presse, pour le diocèse, mais là véritablement il est impliqué dans la politique locale. Mais il va se distinguer par une action d'éclat. Oui, tout de suite il est bon, c'est quelqu'un d'énergique, c'est quelqu'un dont la personnalité est très affirmée, on en reparlera, et tout de suite il se distingue en permettant l'évasion
Alors à l'époque, évasion ou exfiltration, peu importe, on n'est pas encore à l'époque où les hommes sont envoyés en Allemagne, mais de 5000 prisonniers de guerre français quand même, hein, 5000. quand même 5000, oui, issus d'un Frontstalag dans la région de Langres. Et on peut comprendre que les Allemands, voyant ce genre d'action, ne le trouvent pas en odeur de sainteté. Ah bon? Voilà, ouais. Donc il va être mis sous surveillance, il va être même arrêté en décembre 40, comme les charges finalement ne sont pas extrêmement lourdes et que nous sommes au début de l'occupation, il finit par être relâché. Il est toutefois démis de ses fonctions dans la commission municipale et poursuit sa carrière de chanoine. Il reste malgré tout tel qu'en lui-même, c'est-à-dire personnalité marquée, personnalité entière. Et il se refait arrêter en 1943. Non pas qu'il soit un résistant de premier ordre, ce n'est pas quelqu'un qui organise des parachutages, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des attentats ou des... Oui, sinon il aurait été déporté ou exécuté. Voilà, exactement. Donc, mais il a une attitude ouvertement patriote, ouvertement anti-allemande. Il ne s'en cache pas et ça lui vaut d'avoir des problèmes avec l'occupant et pas qu'avec l'occupant. Oui, parce qu'il est victime d'un attentat. Oui, en janvier 1944, il est victime d'un attentat et cet attentat est organisé par des collaborateurs. Alors, on l'a souvent attribué à la milice, mais en fait non, ce sont d'autres groupes collaborateurs qui ont perpétré cet attentat. Donc il est blessé, hein, il est hospitalisé et là il commence à sentir que sa présence à Dijon est un danger pour lui. Donc il va quitter Dijon, il va essayer de mettre de la distance entre l'occupant et lui. Et donc il va se mettre au vert et ne revenir à Dijon que après la libération de la ville. Et donc, à la libération de la ville, en 1945, il est élu maire. Oui, parce qu'entre-temps, il s'est taillé une certaine popularité. Il a déjà côtoyé les fonctions municipales, donc je disais en 1940, lorsqu'il est entré dans la commission municipale. Il est connu par ses fonctions religieuses, il est connu par son discours, il est célèbre pour avoir échappé à son attentat. Donc, tout à fait naturellement, il a l'autorité, il a la légitimité et la popularité nécessaires pour devenir maire de Dijon. Alors, autant le dire tout de suite, hein, on ne va pas, il n'y a pas de suspense, hein, il est maire de Dijon en 1945 et il le restera jusqu'à sa mort en 1968. Voilà. Et en 1945, il n'est pas que maire de Dijon, il est également conseiller général et député. Bonjour le cumul. Oui, bon, il est caractéristique des hommes politiques de cette génération qui sont des barons locaux, quasiment des féodaux, hein, qui ont mainmise sur leur ville, qui ont mainmise sur leur région, qui cumulent effectivement les fonctions. Donc lui, en l'occurrence, conseiller général, député, donc député, là pareil, hein, bon, pas jusqu'à sa mort puisqu'il arrêtera en 1967, mais quasiment. Il rejoint un groupe central, hein, le CNI. Dans lequel on retrouve des gens comme Antoine Pinet, des gens comme René Coty. Exactement, oui. Donc c'est une sorte de bloc central qui va faire les beaux jours de la 4e République. Hein. Il est proche du pouvoir finalement, hein, et il va, bon, ça c'est une fonction honorifique. Il va être doyen de l'Assemblée nationale jusqu'en 1967. Un doyen qui lui vaudra de présider la première séance de l'Assemblée de la 5e République. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc purement honorifique, mais quand même. Voilà, oui. Donc c'est un, je n'ose pas dire un mandarin, mais il fait partie, une fois encore, de tous ces grands personnages qui, pendant la 4e et au début de la 5e République, bon, on a des Chaban-Delmas à Bordeaux, on a des Le Canuet, on a des gens comme ça qui ont un ancrage des Monories, qui ont un ancrage local extrêmement fort et qui en fait partie. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Ça fait partie de toute une génération, mais il dénote un petit peu par son style, au-delà de ses idées ou de ses cumuls de pouvoir. Son style, vous parlez de son style personnel. De son style personnel. Son style personnel. Ah oui, c'est un homme d'église qui n'a pas sa langue dans sa poche. Alors ça lui sera amèrement reproché par ses adversaires et même parfois par ses partisans qui considèrent que son franc-parler dessert sa cause. Alors, une anecdote amusante qui est extrêmement connue, enfin notamment pour les gens
pour les habitants de Dijon. Oreille chaste, s'abstenir. Oui, alors là, Éloigner les enfants du poste. voilà, n'écoutez pas ce que je vais dire. Donc oui, un député communiste qui l'invectivait en lui disant que de toute façon, pourquoi est-ce qu'on croirait en Dieu? Ce Dieu, on ne l'a jamais vu. Kir, du tac au tac, lui répond et mon cul, tu l'as jamais vu, et pourtant il existe. C'est une preuve indubitable de l'existence de Dieu. C'est une preuve indubitable de l'existence de Dieu. Une autre accusation d'avoir des opinions politiques fluctuantes. On l'accusait même de retourner sa veste, et il dit mais comment voulez-vous que je retourne ma veste? Elle est noire des deux côtés. Voilà. Donc il a de l'esprit, il est incisif, il est Pragmatique aussi. pragmatique. C'est un homme qui va mener sa ville de Dijon d'une façon dynamique. Il va l'ouvrir au monde, il va créer des jumelages notamment, des jumelages avec la ville de Dallas. Et plus surprenant, lui qui était anticommuniste, avec Stalingrad. Oui, alors c'est un anticommuniste viscéral. Il fait partie de ce clergé français qui considère le danger bolchevique dès les années 1920 comme un danger vital, mortel pour l'Europe occidentale. Mais en 1960, il rencontre Nikita Khrouchtchev et bon, il y a la rencontre déjà est polémique puisque lorsque Khrouchtchev vient en France, l'évêque de Dijon interdit à Kir de le rencontrer. C'est pas forcément oui, effectivement, les fréquentations Attendu d'un évêque. Voilà. Et donc Kir évite Khrouchtchev, mais oui, enfin, avec une histoire, une petite anecdote derrière tout ça. Il s'absente de Dijon lorsque Khrouchtchev vient à Dijon, et la presse titrera que en fait il a été enlevé. On a enlevé le chanoine Kir. Non, C'est bolchevique, c'est bolchevique. On l'a pas enlevé. En fait, il le rencontrera quelques temps plus tard, cette fois-ci non pas à Dijon, mais à Paris. Et finalement, les relations entre les deux hommes sont sinon cordiales, tout au moins empreintes de respect, ce qui amènera le jumelage de Dijon en 1900. Enfin, ça avait déjà commencé un petit peu avant, en 1959, ce qui amènera le jumelage de Dijon avec une certaine ville de Volgograd, mais qui à l'époque s'appelait Stalingrad. Stalingrad, oui, une ville de forte mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, on peut être à la fois extrêmement anticommuniste et avoir du respect pour les dirigeants du camp d'en face. Et pour les sacrifices du peuple soviétique face au nazisme. Exactement. On retrouve ce pragmatisme aussi politique en 62 lorsqu'il va se désister au profit d'un candidat communiste. Donc on a un homme qui est capable de ne pas s'enfermer dans une idéologie, dans une quelconque étroitesse d'esprit en fait. Une sorte de Don Camillo en rapport avec Pépone. Une sorte de Don Camillo, mais alors là en l'occurrence Pépone c'est Khrouchtchev, donc excusez du peu. Et donc on connaît le penchant de Nikita Khrouchtchev pour l'alcool. Peut-être lui aurait-il servi un petit apéritif, notre ami Kir. Alors on dit souvent que le Kir, donc l'apéritif, a été inventé par le chanoine Kir. Non, le chanoine Kir a donné son nom à un apéritif qui existait bien avant lui. Le mélange entre du vin blanc et des liqueurs est connu depuis plusieurs centaines d'années. Donc il n'a pas l'exclusivité. Vin blanc de Bourgogne. Alors, c'est évident, un vin blanc de Bourgogne, un petit aligoté avec du cassis de Bourgogne également. Donc ça, c'est évident. Et la tradition voulait que, comme c'était l'apéritif local, c'est un des apéritifs locaux, que la mairie de Dijon, lorsqu'on avait des invités, serve cet apéritif. Et donc, comme le chanoine Kir avait la bonne fortune d'avoir un nom court et un nom facile à retenir, l'apéritif du chanoine Kir, l'apéritif que l'on boit à la mairie de Dijon, c'est devenu tout simplement l'apéritif du Kir. Alors, se greffe là-dessus une histoire pas forcément très 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 reluisante de droit, puisqu'il va concéder l'autorisation d'utiliser son nom à une maison qui est la maison Leger-Lagoutte, qui va avoir théoriquement l'exclusivité de cette appellation, sauf que les liquoristes, les autres liquoristes ne l'entendent pas de cette oreille, et son nom finalement va être utilisé. Alors il y aura des
problèmes juridiques. Bon, c'était assez compliqué. Toujours est-il qu'aujourd'hui, quand on va dans un restaurant et que le serveur vous propose un kir à la pêche, non, pas kir à la pêche. Oh là là, sacrilège. Oh, sacrilège, c'est comme les pizzas aux ananas, c'est pas possible. Non, le kir, c'est de la ligotée avec du cassis de Bourgogne. Point final. C'est bien ça. Et donc, il va populariser, notamment à l'Assemblée nationale. Il y aura souvent quelques caisses. Oui, il avait un cabas et dans le train, il avait un cabas avec justement les ingrédients pour préparer des petits kirs pour ses collègues de l'Assemblée nationale ou pour les personnes qu'il pouvait rencontrer en cours de séance, effectivement. Donc, on est loin de l'idée de fermer le bar de l'Assemblée nationale. Ah non, surtout pour un kir. Pas... Et donc, il décède à Dijon donc, le 25 avril 1968 à l'âge respectable de 92 ans. 92 ans. Jusqu'à 91 ans, il aura été député. Il aura été maire jusqu'à sa mort, 92 ans. Donc c'était quelqu'un de véritablement indéboulonnable. Il faisait partie, je le répète, de cette génération qui tirait sa légitimité de la Seconde Guerre mondiale, de la résistance, là en l'occurrence du fait d'avoir été inquiété à plusieurs reprises par l'occupant, de ses prises de position patriotes à une époque où elles étaient plus ou moins, plutôt plus que moins mal vues par tout un tas d'autorité, et qui était véritablement indéboulonnable. Il a laissé à Dijon une empreinte extrêmement forte. Son souvenir est conservé par des rues, son souvenir est conservé par tout un tas de toponymies. Et encore aujourd'hui, donc, ce personnage atypique, politique tout en étant religieux, ou religieux tout en étant politique, gouailleur tout en étant un homme d'église, finalement, reste une des grandes figures de l'histoire de la 4e et du début de la 5e République. Et une figure de la Bourgogne. Vous retrouverez Félix Kir, Raoul de Bourgogne, Vercingétorix et bien d'autres dans Grande Date de Bourgogne, écrit par Éric Labaille. Merci Éric. Merci à vous. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.